BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois quelqu'un que vous connaissez bien, mais qui se définit quasiment aujourd'hui comme un start-upper. Bonsoir Maurice Lévy. Bonsoir Edwige Chevrillon. Merci d'être avec nous, président du conseil de surveillance du Publicis. On en dira forcément un mot. Je crois que votre assemblée générale est le 31 mai. Mais surtout, est-ce que le marché de la publicité se tient? Est-ce qu'il a retrouvé ses niveaux d'avant-crise? Et puis, on va parler de Vivatech. Vivatech le 14 juin, ça c'est un de vos nombreux bébés, si je veux dire, c'est vous qui l'avez créé, lancé et défendu. Et puis là, vous avez lancé, c'était le 15 mai dernier, YouArt, qui se veut un peu le réseau social de l'art. Vous êtes un collectionneur, tout le monde le sait. Et là, vous avez... Ou le YouTube. J'ai vu plusieurs appellations, mais en tous les cas, c'est une sorte de super galerie virtuelle où tout le monde, tous les artistes peuvent s'inscrire. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans alors qu'il y a déjà beaucoup de l'équivalent du YouArt qui ont débuté maintenant il y a quand même quelques années? Alors ça a commencé il y a très longtemps, puisque j'ai été tombé sur une étude qui montrait qu'il y avait plus de 200 millions d'artistes amateurs, des gens qui, de manière régulière, peignaient, dessinaient, faisaient quelque chose. Et qu'il y avait une frustration considérable chez tous ces artistes amateurs qui étaient incapables de montrer leurs œuvres. Donc ça m'avait donné l'idée de créer la plus grande galerie du monde, et ça remontait à la fameuse crise de 2008 à 2012. C'est à ce moment-là que je suis tombé sur cette étude. Et puis je n'ai pas eu le temps de le faire tout de suite, j'ai un peu traîné, et dès que mes fonctions ont évolué, j'ai commencé à y travailler. Depuis 2019, j'y travaille avec d'ailleurs un de mes enfants, et puis... Stéphane oui, Stéphane, absolument. Et une petite équipe autour, et on a grandi autour de ce projet, surtout pendant la pandémie, et nous avons effectivement constaté qu'il y avait beaucoup de plateformes qui existaient déjà. Il y en a 62, je crois. Exactement. Ah. Il y a 62 plateformes, mais il n'y en a pas une seule qui correspond aux besoins des gens. Il correspond à une partie des besoins, il y en a beaucoup qui correspondent à une petite tranche des besoins, il n'y en a aucune qui regroupe aussi bien les artistes professionnels que les artistes amateurs, les artistes que les galeristes, les collectionneurs que tout simplement ce qu'on appelle les art lovers, c'est-à-dire les amoureux de l'art. Et j'ai pensé que ce serait bien de répondre à l'ensemble des besoins, et puis surtout de faire quelque chose d'actuel en y mettant de l'intelligence artificielle. Et cette intelligence artificielle, on y a pensé depuis le tout début. On voulait non seulement qu'il y ait les œuvres, mais qu'il y ait le moyen de suivre une œuvre. Par exemple, vous aimez une œuvre que vous voyez sur YouArt et vous trouvez que c'est un truc un peu curieux, abstrait. Eh bien, on va vous dire d'où ça vient, quel est le courant, comment cette œuvre se relie à l'histoire de l'art, et vous allez ainsi découvrir pas mal de choses autour de l'artiste, à quel courant de pensée ou d'art il appartient, et puis ensuite, comment est-ce que cette œuvre s'inscrit. On peut aller même plus loin. On peut faire des liens directement, par la suite d'ailleurs on le fera, avec Wikipédia Art, qui permettra à ce moment-là de découvrir pas mal de choses. C'est donc quelque chose qui se veut intelligent, qui rend des services. Les gens vont pouvoir vendre, vont pouvoir acheter, mais vont pouvoir aussi... Edwige, vous aimez l'art, vous avez été dans pas mal de musées, et vous êtes inspiré par Malraux, et vous avez envie de votre musée imaginaire. Eh bien, sur yourart.art, vous allez pouvoir créer votre propre musée imaginaire. Vous allez prendre les œuvres que vous aimez, et vous allez pouvoir les mettre sur le musée imaginaire qui vous appartient. Et il va y avoir énormément de solutions. En plus, ce que nous avons voulu faire, c'est que non seulement les artistes vont pouvoir avoir leur propre galerie, que nous avons appelée métagalerie, et vous allez voir pourquoi, mais nous voulons que demain, toute la dimension métaverse soit accessible à tout le monde. C'est ainsi que tout est déjà écrit pour pouvoir être sur le métaverse.
nous ne l'avons pas fait tout de suite pour une raison très simple, c'est qu'il y a peu de fréquentation sur le métaverse. Oui, parce que pour l'instant, le métaverse, on a eu l'impression que ça allait transformer le monde. Finalement, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça s'est resté à l'état embryonnaire. Ça, c'est sûr qu'au niveau des utilisateurs, on en est très loin. Oui, Et pour oui, ça une n'a pas raison séduit. très simple. Ça n'a pas séduit. Ben, une raison très simple, il faut porter un masque, c'est quand même quelque chose de lourd, c'est quelque chose de cher, et il faut développer des choses qui sont assez sophistiquées et compliquées. Et, la raison pour laquelle d'ailleurs ChatGPT, l'outil d'intelligence artificielle, fonctionne à une vitesse impressionnante et qu'il y a un véritable. Mais ça veut dire quoi? engouement. C'est par exemple, j'ai envie de dire, là, vous faites un mixte, vous avez mélangé vos deux casquettes de Vivatech et de UArt. Ça veut dire que, par exemple, si on prend, je sais pas, moi, Rodin, je regarde une sculpture, derrière, ChatGPT aura écrit des tas de choses? Absolument. D'accord. Absolument. Et non Donc seulement vous cela, revendiquez mais l'utilisation de ChatGPT. demain, parce qu'on est en train d'y travailler, on a sorti la première version, on en est déjà à la version 1.1. Demain, il va y avoir la possibilité de mettre en majesté des sculptures en 3 dimensions. Et ça, c'est très compliqué à faire, parce qu'on n'a pas du tout envie que ça ait l'air d'être une photo à plat. On veut qu'il y ait vraiment le relief, qu'il y ait absolument tout. Donc, tous ceux qui font en fait, des œuvres en 3 dimensions... Si je comprends bien ce que vous dites, c'est la technologie, Maurice Lévy, qui doit vous différencier des autres galeries virtuelles C'est existantes. d'abord le service, qui est très complet. Ce sont les innovations et c'est la technologie. Et la technologie fait une différence assez considérable par rapport à ce qui existe. Mais parmi les innovations, il y en a une qui est toute simple. Nous allons avoir ce qu'on appelle un NFT, c'est-à-dire un instrument digitalisé qui est virtuel, qui va être attaché à une œuvre et l'auteur de cette œuvre aura un droit perpétuel. Exactement comme chaque fois qu'une chanson... Donc vous allez vendre des NFT, quoi? Non, nous allons attacher... Bien sûr, on va vendre des NFT, mais on va attacher à toute œuvre physique la possibilité pour l'auteur de cette œuvre de recevoir un droit, une royauté, comme on dit dans le jargon juridique, un droit à chaque transaction. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple idiot, je suis un pauvre artiste, mon œuvre se vend 1000 €, et je suis déjà très content qu'elle ait pu être vendue. À la suite d'un mouvement de folie, ce trait complètement ridicule vaut demain 300 000 €, il est vendu en enchère, je vais toucher un droit là-dessus. Je vais toucher 3%, 4%. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et est-ce que vous allez créer des NFT pour les artistes? Parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas capables de créer des NFT. Je veux dire, c'est un savoir-faire. Lorsqu'on écoute les patrons de Sora, on voit bien que c'est un savoir-faire. Nous n'allons pas nous substituer à l'artiste, mais nous allons leur donner des moyens pour davantage s'exprimer. D'ores et déjà, ce que nous créons est assez spectaculaire, et quand vous vous promenez sur très beau, la plateforme, c'est une différence colossale avec tout ce qui existe, mais nous allons encore l'enrichir, nous allons y mettre aussi du contenu, et donc du rédactionnel, où on va mettre en avant, et puis il y aura pas mal d'autres éléments comme des réseaux sociaux, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la possibilité pour les artistes de travailler entre eux, de discuter entre eux, et voire même d'être inspirés ou d'avoir un mentorat ou une masterclass. Alors la question maintenant, vous savez ici, on est BFM Business, vous connaissez bien, et puis c'est pas à vous que... Non, c'est pas vrai. Les chiffres vont pas vous faire peur, Maurice Lévy. Comment est-ce que vous pouvez atteindre une rentabilité alors que vous avez des taux de commission que vous voulez volontairement assez bas, non? Ils sont très bas, entre les plus bas 5 du et 10%. Marché. Voilà, les plus bas du marché. 5 à 10%? 5% pour les galeries, de manière à ce que les galeries ne soient pas découragées de venir, et puis 10% pour les artistes qui ne sont pas qui vendent en direct. Ok. Maintenant, il faut atteindre une rentabilité. C'est ça le succès de UArt, c'est que ça soit pérenne. Alors
l'épine dorsale du modèle, c'est l'abonnement. Un abonnement pas très élevé, puisque, même très bon marché, puisque c'est 10 € par mois, on peut pas dire que ce soit cher. Et pour un artiste professionnel, ça peut monter à 25 ou 30 €. Mais gratuit pour ceux qui viennent voir. Et ceux qui viennent voir, c'est gratuit. Viennent voir, c'est gratuit, bien sûr. C'est gratuit, et pour les acheteurs, c'est gratuit. C'est ça, oui. Donc, ce qui est coûteux, et ce qui coûte, c'est d'exposer. Et donc, ils ont accès à tout ce public en payant un abonnement assez faible. Et on gagnera de l'argent quand on aura la masse des artistes qui viendra nous rejoindre. Et alors, c'est quoi la masse? Pour l'instant, je crois que les derniers chiffres qu'on m'a donnés, vous avez 900 artistes inscrits, mais enfin, ça a commencé le 15 mai, donc c'est tout récent. Ça débute. Oui. C'est inouï, on n'aurait pas imaginé avoir 900 artistes aujourd'hui. Et les galeries? Et sur les galeries, on a une quarantaine de galeries, d'ores et déjà, alors qu'on en avait 9 le 15 mai. Ouais. Donc ça part très fort. Et puis, il y a beaucoup de gens qui sont inscrits, mais qui ne sont pas encore exposés, parce qu'ils n'ont pas complété leur inscription avec tous les éléments qu'il faut, notamment mettre le catalogue, donner toutes les informations sur chacune des œuvres. C'est un petit travail, c'est assez simple, c'est même très simple, puisqu'en un clic, ils peuvent mettre les informations qu'ils ont sur une galerie ou sur un musée imaginaire, et c'est donc d'une grande simplicité, mais il faut réunir les informations. Et nous avons aussi un succès, pour l'instant, que je qualifierais d'estime, mais qui est comme assez impressionnant. Donc, il en faut combien? Parce que, au total d'artistes? Oui. Si on veut avoir la galerie la plus grande du monde, ouais, ce seront des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Le point mort. Le point mort, on devrait l'atteindre en 2025-2026 avec 40 ou 50 000 artistes. D'accord. Bon. On en a déjà quasiment 1000. Je ne dis pas qu'en 40 semaines, on va avoir... Bien sûr. Parce qu'en plus, pour l'instant, c'est français plutôt. Exactement. Voilà. Pas français plutôt, c'est français-français. Français-français. Après, européen. Après, ça va être européen. Et puis les marchés anglo-saxons, évidemment, et chinois, et asiatiques. Oui, oui, mais on va commencer par l'Europe. On va attaquer l'Europe du Sud immédiatement parce que c'est ce qu'il y a de plus proche. Et puis on va remonter. Ensuite l'Angleterre et ensuite les États-Unis avant d'attaquer le reste du monde. On est parti pour 10 ans de déploiement et ce n'est pas quelque chose qui va se passer en quelque temps. Mais le point mort, on l'obtiendra 2025-2026. D'accord, ok. C'est enregistré, vous savez, on est en C'est direct, enregistré, j'espère bien, attention, là-dessus. Ça fait partie du business plan que j'ai proposé à ceux qui m'ont accompagné dans cette affaire. Quand vous regardez les dépenses de marketing des autres grandes galeries virtuelles qui existent, enfin similaires, c'est quand même des sommes très importantes en marketing pour se faire connaître, parce que c'est pas au patron de Publicis qu'on va expliquer ce qu'il faut faire comme dépenses. Si vous regardez Artsize, c'est centaines de millions de dollars levés, Singular, c'est 50 millions de dollars. Ça fait beaucoup d'argent. Moi, j'en suis, en dehors de ce que j'ai mis à titre personnel, j'en suis à 9 millions pour le premier tour. Et ce premier tour doit nous amener au milieu de l'année prochaine où on aura une nouvelle levée qui, elle, devra être beaucoup plus substantielle. Ce qu'il faut, c'est prouver que ça va marcher. Nous avons pour nous un certain nombre d'atouts. Le premier, le plus important, c'est la qualité de ce que nous offrons. Nous sommes extraordinairement exigeants. Nous avons fait ce qu'on appelle en bon français un benchmark, c'est-à-dire que nous avons examiné toutes les plateformes que vous avez évoquées et nous avons essayé de nous situer mieux ou différemment de manière à apporter un service très complet aux artistes. Pour nous, la première cible et la cible la plus chérie, c'est bien sûr les artistes. Nous voulons qu'ils se sentent très bien, qu'ils soient heureux, qu'ils considèrent que c'est leur plateforme, c'est leur outil, et qu'ils vont pouvoir être promus. Il y a déjà des ventes qui sont intervenues. C'est donc quelque chose qui est déjà très attractif.
Mais on en est au balbutiement, on est à 15 jours, même pas 15 jours oui. de son démarrage, 10 jours. Comme vous dites, ça fait, vous On l'a travaillez dessus, annoncé. sur ce projet depuis longtemps. C'est ça. Donc vous savez très bien où est-ce que vous voulez aller. Après. Oui. Et quant au budget de communication, je suis d'abord... Marketing, oui. Enfin, ouais. Marketing, oui, communication et marketing. Je suis très heureux que ça puisse être substantiel, puisque ça va aider effectivement les médias et donc Et Publicis, par exemple, aussi. Publicis oui, va oui, aider. c'est Marcel qui est notre agence et qui nous aide et je pense que ça va aller très bien. Et qui a fait une très très belle campagne avec Open Your Heart, c'est-à-dire ouvrez votre art et ouvrez votre cœur. Oui. Très important. Ça fera le lien tout de suite parce qu'avec l'autre chose, l'autre actualité dont il faut parler, évidemment, c'est Vivatech, 14-21 juin. 17, pardon, 14-17 juin. Là, vous allez être concentré énormément sur tout ce qui est justement ChatGPT, intelligence artificielle. C'est ça le cœur de cette nouvelle édition de Vivatech. Alors, comme toujours, quand il s'agit de Vivatech, il y a beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses, et cette année, il y en aura encore plus. 2400 startups, je crois. Il y a 2400 startups qui exposent. Oui. Il y a plus de 10 000 qui viennent. Donc, c'est le lieu où les start-upers du monde entier se retrouvent. Ça, c'est clair. Les très grandes entreprises aussi. Il va y avoir un espace beaucoup plus grand. On a augmenté de plus de 20% la surface. Une partie de cette augmentation de surface va être consacrée au sport et au lien entre le sport et la technologie, notamment à l'orée des Jeux Olympiques. Il nous a paru intéressant de faire ce travail. Et puis, il va y avoir énormément d'innovation sur la mobilité, avec des choses très importantes qui vont être présentées, des robots, mais aussi sur la santé, dans beaucoup de domaines. Mais le cœur du débat, c'est l'intelligence artificielle. Et effectivement, avec tout ce qui a été créé par Sam Altman et OpenAI... Oui, vous n'avez pas un déjeuner demain avec justement Sam Altman, il me semble avoir vu ça. Vous êtes très bien informé, effectivement. Nous avons une quinzaine de chefs d'entreprise et Sam Altman qui vient déjeuner à Publicis, et on est très fiers de cela. Mais c'est aussi le fait que... Il sera là, lui, à Vivatech ? Il ne pourra pas venir à Vivatech, il sera en Corée à ce moment-là. Il sera en Corée. Il n'est pas exclu qu'on puisse avoir une liaison directe. Je ne sais pas du tout si ce sera possible ou pas, mais en tous les cas... Qu'est-ce que vous allez lui dire demain, tiens, à Sam Altman, Maurice Lévy ? Je vais d'abord... Il y a du côté très positif, oui, il y a et des côtés un peu négatifs. Enfin, vous voyez bien... Non, il y a des risques. Il y a des risques, comme toujours. Voilà. Il y a un risques, potentiel même pour l'humanité, disent certains. Extraordinaire, et notamment pour tout ce qui touche à l'utilisation de l'intelligence artificielle pour rendre les travaux pénibles moins pénibles, pour aider l'humain à réaliser un certain nombre de tâches difficiles et lourdes. Et il y a aussi tout ce qui aide dans le domaine de la santé, de la chirurgie, des solutions absolument brillantes, ou même la recherche médicale. Il y a des choses qui étaient impossibles à faire, ou l'espace, sans les capacités de technologiques qui existent aujourd'hui. Le risque, alors peut-être pas pour l'humanité, mais le risque quand même qu'apporte cette intelligence artificielle, qu'apporte ChatGPT, pour vous, c'est quoi, Maurice Lévy ? Vous avez de l'expérience, intéressant, vous nous disiez. Il y a pas mal de risques. Il y en a un très important, qui est non seulement ChatGPT, mais toute l'intelligence artificielle, tout ce que l'on peut faire avec les trucages, les fakes, et où on peut transformer une vérité. Et quand il s'agit de la diffusion de messages, quand on sait à quel point les médias se sont développés au travers d'Internet, et qu'il faut quand même se fier, pardon de le dire, mais aux vrais journalistes. Et ça, j'ai toujours défendu cette thèse, parce que je crois que c'est extraordinairement important. Ils vérifient l'information, et avec un outil comme ChatGPT, il pourrait y avoir de la communication incertaine, de la communication qui peut tromper. Mais il y a d'autres risques. Il y a le risque aussi sur certains emplois qui peuvent disparaître. Et là, il y aura d'autres emplois qui vont être créés, d'ores et déjà d'ailleurs. Mais par exemple, est-ce que chez Publicis, vous utilisez déjà ChatGPT ?
on teste ChatGPT sur un certain nombre de choses. Moi, je le teste depuis des mois, depuis le mois de novembre. Oui, mais est-ce que vous l'utilisez? Je sais pas. Mais je l'utilise. Pour vos campagnes? Enfin, non, pas encore pour les campagnes. D'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir. On le teste, bien entendu, et on n'est pas les seuls. Mais il y a beaucoup de choses dérivées de l'intelligence artificielle qui sont mises en place. Par exemple, quand Arthur Sadoun a décidé la création de Marcel, la plateforme à destination de nos collaborateurs, immédiatement, il a songé qu'il fallait mettre de l'intelligence artificielle pour que, justement, on aide les gens. Certains ont réagi avec un peu de frilosité. Aujourd'hui, c'est un outil absolument indispensable et qui nous aide de manière considérable. Non seulement pour partager toute l'information avec tout le monde au sein du groupe, pour avoir une communication qui est extrêmement directe, mais aussi pour améliorer le mode de fonctionnement de la société. Donc c'est quelque chose de très précieux. Un mot, parce que vous voyez, ça file vite, mais il faut dire que pour une fois qu'on peut parler un peu de culture, ça fait du bien. Et de et puis, on en parle très souvent. Avec un jeune start-upper. Le marché de la pub, ça y est, la crise est effacée, on peut dire, en 2023, parce qu'on entend un peu tout et son contraire. 2022, ça a été très bien, etc. 2023, on redoutait finalement plutôt des bons chiffres. Comment est-ce que vous analysez ce marché de la publicité, premier trimestre, et là, les mois qui suivent? Écoutez, quand on regarde les grands indicateurs macroéconomiques, on se rend compte qu'il y a quand même des problèmes importants, que ce soit dans le domaine de l'inflation, les prix montent, et ça c'est quelque chose qui pèse sur le portefeuille du consommateur, ou que ce soit tout simplement sur les taux d'intérêt, etc. Donc on voit qu'il y a une pression qui est très importante. Par ailleurs, il y a une soif de la part des consommateurs de vivre pleinement après ces 2 années et demie, 3 années quasiment notamment de pandémie. Donc ils ont cette espèce de conflit entre l'envie de profiter de la vie et par ailleurs un portefeuille qui se rétrécit. Donc on efface la crise quand même 2023 ? On effacera la crise fin 2023, début 2024, mais en ce qui concerne notre groupe, les premiers chiffres qui ont été publiés par le président du directoire, Arthur Sadoun, il y a quelques semaines, montrent que nous nous portons plutôt de manière très encourageante et que pour l'instant, nous surperformons nos concurrents. Arthur Sadoun, on attend toujours la venue sur ce plateau. Que faites-vous, Maurice Lévy? Plus sérieusement, mais que faites-vous? Oui, on fait tout ce qu'on peut. On fait tout ce qu'on peut. Vous voyez, je viens, vous m'appelez, j'accours. AG, Assemblée Générale, 31 mai de Publicis. Il y a toujours des interrogations un peu sur l'après Maurice Lévy, parce que pour l'instant, vous êtes le rempart quand même. Est-ce que, on sait qu'il y a, ici on en parle beaucoup avec l'opération Lagardère, on parle beaucoup du groupe Vivendi, Vincent Bolloré, il a un petit trésor de guerre d'à peu près de 10 milliards d'euros. Certains disent, tiens, puisqu'il est à Havas, il pourrait lorgner du côté, il a déjà essayé, vous le savez mieux que nous, de regarder du côté de Publicis. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous faire peur ou pas ? D'abord, je suis très content qu'il ait un trésor de guerre, c'est très bien. Bon. Et je l'en félicite parce que il a fait un parcours tout à fait exceptionnel et je suis très heureux pour lui et pour sa famille. Mais sauf s'il sert à mettre la main, entre autres, sur Publicis. Vous savez, Publicis, aujourd'hui, pèse à peu près 2 fois Vivendi. Le groupe Lagardère, oui, mais enfin le groupe Bolloré, des petites réserves. Oui, mais je dis, si on prend Vivendi, mais je pense que ce serait une grande erreur que d'imaginer qu'il y ait la possibilité de faire un grand groupe. Vous savez, quand vous avez 2 grands groupes, et je suis très heureux pour la France, et ça existe depuis que Publicis existe, il y a Havas qui était là depuis bien avant Publicis. Publicis s'est développé d'une manière beaucoup plus différente. Et il y a 2 grands groupes français,
je pense que c'est à l'honneur de la France. Bah, regardez et que Veolia c'est l'intérêt Suez. de la On France. disait qu'il y avait 2 grands groupes. Mais moi, On je nous a pense expliqué que c'était mieux quand il y avait 2 grands groupes pour la France. Ah ben voilà. Et donc, Je vous donne mon opinion oui, bien personnelle. sûr. Bah oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais je vous donne mon opinion personnelle. D'accord. Et donc c'est beaucoup mieux s'il y a Publicis et Havas de l'autre côté. Ah, on est bien d'accord, et Ouais. c'est séparé par l'avenue des Champs-Élysées. c'est Et très pour bien calmer comme ça. les esprits, allons sur YouArt. Donc Absolument, voilà, yourart.art. Art. Absolument. Et vous allez, venez nombreux, les collectionneurs, les amateurs d'art, ce qu'on appelle les amoureux, Et il les y en aura- art lovers, ouais. les artistes, bien entendu. Et vous serez très bien accueillis sur Et il y en a pour yourart.art. tout le monde, c'est ça qui est intéressant. Merci Maurice Lévy d'être venu nous voir, expliquer vos nouveaux projets. Il y avait encore Escalator et encore plein d'autres choses, mais enfin bon, on a juste une demi-heure pour parler de vos projets. Mais invitez-moi Merci un jour où beaucoup. vous avez 6 heures et on en parlera. Merci beaucoup Maurice Lévy. En tous les cas, on vous retrouve déjà à propos de Vivatech. Et puis sur Art tous les jours, comme vous l'avez dit. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez évidemment la réécouter sur le podcast avec le QR code qui s'affiche pour ceux qui nous regardent à la télévision, sinon sur le site de BFM Business en replay. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec notamment l'académicien Eric Orsena, Sabine Roule-Bézieux. On parlera de mer et de plastique. Il y a des négos très importantes qui débutent à Paris pour une fois la semaine prochaine. Mais pour l'instant, voilà, comme tous les soirs, Tech & Co, François Sorel, bonne soirée.